Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il sera question de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier et 9e film de Quentin Tarantino, que j'ai vu il y a de cela quelques heures, puisque ma femme m'a très gentiment emmené au cinéma. Je ne comptais pas le voir tout de suite, mais elle m'a embarqué, donc je le remercie du fond du cœur, c'était trop cool. Et je vais vous donner rapidement, avant d'en venir au film, et à vous donner mon avis vraiment global, et puis quelques petits éléments, quelques pistes de réflexion autour du film. J'aimerais quand même revenir donc sur ma relation avec Tarantino en général, qui est, bon, de fait, je pense qu'on avait peut-être déjà parlé sur la chaîne, mais j'adore Tarantino en général. Ça veut pas dire que j'aime tout chez Tarantino, mais pour moi il y a parmi ces films des chefs-d'œuvre absolus, intouchables, et qui sont extrêmement importants pour moi. Donc, je vais vous faire un petit peu comme ont fait à peu près tous les youtubeurs, je pense, en amont de la sortie de Once Upon a Time, vous donner un petit peu mon petit top, mais sans forcément le justifier en détail, parce que sinon il y en aurait pour des heures, mais au moins vous donner un petit peu, me situer par rapport à Tarantino. Donc pour moi, mon film favori de Tarantino, sont mes films si vous voulez, mais pour moi je les considère comme un seul et même film, c'est le diptyque Kill Bill, qui pour moi est un truc intouchable, c'est un immense film, c'est un film exceptionnel, c'est un film qui pour moi vraiment a une vraie importance dans mon cœur de cinéphile. Donc pour moi voilà, c'est son meilleur film. Alors au-delà vraiment du côté subjectif, je trouve que c'est pour moi un film somme, c'est la synthèse un petit peu de tout ce que j'aime chez Tarantino. Et c'est justement arrivé à une période, je trouve ça intéressant, puisque après Kill Bill, pour moi, et c'est là que les films de Tarantino vont me poser problème, il y a deux films en particulier qui me posent problème. C'est là où Tarantino, pour moi, atteint son apogée et va se retrouver dans une sorte, il va avoir une petite période, si vous voulez, pour moi, de répétition, d'autocitation, même pourquoi pas de poseur. C'est vraiment, il va finir par se regarder filmer et ça m'embête un petit peu. Il va aller dans la citation un peu facile et extrêmement érudite, ce qui n'était pas tant le cas, parce que pour moi, dans tous les films qui précèdent, la citation érudite était vraiment érudite, certes, mais ça ne desservait pas l'histoire. Pour moi, ça va être le problème, en tout cas, dans quelques films qui vont suivre, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, voilà, Kill Bill 1 et 2, pour moi, un seul et même film, puisqu'il est pour cause, à l'origine, ça devait être un seul film, mais les studios, les Weinstein, entre autres, lui ont demandé de le couper en deux, parce que c'était trop compliqué à exploiter en salle. Donc voilà, pour moi, chef-d'œuvre absolu et meilleur film de Tarantino, à mes yeux, encore une fois. À la seconde place, je mettrais Les 8 salopards, qui pour moi, bon, en tant que, et vous le savez, grand, immense amoureux du The Thing de John Carpenter, qui est mon film préféré, vous voyez, sur la globalité, c'est pour moi mon film préféré, si j'en avais un à choisir, c'est celui-ci. Et de fait, Les 8 salopards étant un remake, je veux dire entre guillemets, officieux si vous voulez, officiel aussi dans une certaine mesure, de The Thing de Carpenter. Là où The Thing de Carpenter, je pense que je l'avais déjà dit, était un film d'horreur qui s'inspirait de la grammaire de la structure du western, Tarantino a fait l'inverse et a fait un western qui s'inspire de la structure du cinéma d'horreur, du film d'horreur. Donc c'était vachement intéressant. C'est un très grand film. Il y a Kurt Russell déjà aussi, qui pour moi est un acteur aussi très important. Donc le film est absolument monstrueux, c'est un chef-d'œuvre aussi, rien à dire. Voilà, deuxième position. J'essaie d'être assez court quand même parce que sinon on a pour des heures. Troisième position, sur le podium, je mettrai deux films ex-aequo. Je vais me permettre cette petite, j'arrive pas à trouver mon mot, mais on le trouvera plus tard. Voilà, cette petite gageure. Je vais mettre Django Unchained pour moi, qui a été vraiment si vous voulez, le retour de Tarantino après deux films qui moi m'avaient un peu moins plu. Et puis donc le premier film de Tarantino, Reservoir Dogs, qui est aussi pour moi un chef-d'œuvre complètement dingue aussi, et qui contient, si vous voulez, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, qui contient tous les germes du cinéma de Tarantino, sans l'excès qu'il pourrait y avoir après. C'est un film que je trouve extrêmement, si vous voulez, extrêmement fort dans son économie de moyens, dans sa simplicité. Dans sa simplicité presque théâtrale, parce que pour moi on est presque dans l'ordre du théâtre filmé en fait dans Reservoir Dogs. Donc voilà, j'adore ça, et pour moi c'est un film qui a vraiment la quintessence du ciselage du travail de Tarantino, autant dans la mise en scène que dans l'écriture des dialogues entre autres. Voilà, tout ça moi m'emporte à mort, et voilà, tout ce qui suivra chez Tarantino pour moi voit ses racines, ses germes, sa quintessence, son essence même dans Reservoir Dogs. Après ça, il y a deux autres films, Jackie Brown et Pulp Fiction, qui sont des films que j'aime beaucoup, que je mettrai dessous, mais là pour moi ça reste des excellents films que j'aime énormément. Pulp Fiction j'ai peut-être trop vu, c'est peut-être le défaut, et c'est peut-être pour ça en fait que finalement je passe plus haut, parce que je l'ai énormément vu à une époque. Et Jackie Brown, c'est un film qui m'a peu parlé en fait à l'époque où il est sorti, je l'avais vu en salle,
et qui finalement, avec le temps, j'ai appris à beaucoup l'aimer, et voilà, pour moi ça reste un excellent film, un magnifique hommage à la Blaxploitation, un magnifique, si vous voulez, une déclaration d'amour à Pam Grier, entre autres, donc c'est un bijou aussi. Mais voilà, je le mettrais, c'est purement subjectif, hein, c'est vraiment une question de ce qui me prend ou pas, je le mettrais juste un petit peu en dessous des 3 premiers. Et puis il y a 2 films qui me posent problème fondamentalement, alors l'un me pose moins problème maintenant, et l'autre me posera toujours problème. Death Proof, donc celui qui est donc le film de Tarantino qui s'inscrivait dans le diptyque Greenhouse avec Robert Rodriguez, donc Planète Terreur. Moi c'est un film que j'avais pas du tout apprécié quand j'avais vu la première fois, et que j'ai appris à aimer en DVD. C'est toujours un film qui me pose problème à plein d'endroits, parce que voilà, justement, c'est pour moi un film là où Kill Bill avait atteint une certaine apogée, une sorte si vous voulez, dans une certaine mesure de perfection, de somme du travail de Tarantino. Pour moi, avec Death Proof et celui dont je vous parlerai après, à savoir Inglourious Bastard, Tarantino va un cran trop loin, et Tarantino pour moi fait du Tarantino. Alors ce sera peut-être un petit peu moins le cas que Death Proof, que j'ai vraiment appris à redécouvrir avec le temps, et j'aime sa structure de slasher, quasi slasher, puis revenge movie façon girl power dans la seconde partie. Donc moi j'aime beaucoup ce côté là, mais pour moi il y a des choses qui m'emmerdent. Je trouve le film parfois assez ennuyeux, il s'appesantit sur beaucoup trop de choses qui sont des choses de l'ordre de la référence, et qui sont des références tellement érudites que ça en devient extrêmement compliqué en fait de tout saisir, et parfois ça va au détriment de la narration. Voilà, mais c'est un film qui malgré tout avec le temps, avec les revisionnages en DVD, j'ai vraiment appris à apprécier, et je lui trouve des tonnes de qualité, et je trouve que ça reste un excellent film malgré toutes les petites réserves que je peux avoir, conscient des défauts qu'il a, ça reste un film que j'apprécie énormément. Et arrive le cas, moi, qui me dérange le plus, qui est Inglourious Bastard, qui est certainement, moi je vais même être assez plus radical peut-être, et je considère vraiment que c'est pas un très bon film en fait, Inglourious Bastard, pour plein de raisons. Je trouve quand même en termes de mise en scène, Tarantino est vraiment en dessous dans celui-ci. En termes de dialogue, il est vraiment en dessous. En termes d'interprétation, je trouve que le casting qui est là, il y a beau avoir des types vachement intéressants, y compris Brad Pitt d'ailleurs, qui fait sa première entrée chez Tarantino, et il est vachement bien. Mais à côté de ça, l'interprétation est assez en dessous. Je pense à Daniel Brühl et à Mea Inoran qui sont vraiment à la ramasse. Je pense à l'ensemble du film que je trouve assez chiant, qui est assez mal structuré. Je trouve que la structure en chapitrage, là où fonctionnait extrêmement bien dans les précédents films de Tarantino, là je trouve qu'elle est extrêmement bancale. C'est très très ennuyeux. Et moi le gros problème aussi, c'est je trouve le final, le climax, donc qui est cette réinvention de l'histoire que je trouve au demeurant très intéressant, puisque je rappelle que le cinéma c'est l'art du mensonge, et on y reviendra avec Once Upon a Time in Hollywood. C'est ça qui est intéressant, mais justement le mensonge que va créer Tarantino, qui est au demeurant extrêmement cathartique et intéressant, je vais essayer de ne pas le spoiler à Inglourious Bastard, donc allez le voir quand même, mais si je vous dis que, voilà, que c'est un final qui ment sur la réalité, qui ment sur l'histoire, justement pour créer de la catharsis, que je trouve génial, et le final pourrait être génial, je le trouve finalement visuellement, mythologiquement complètement foiré. Il est expédié en très peu de temps et avec un visuel vraiment vraiment très limite. Donc voilà, moi ça passe pas du tout. C'est un film, voilà, que je trouve très ennuyeux, très lent, assez mal joué, et en plus, alors à l'exception de Christophe Waltz aussi, au passage, qui est un très très bon bad guy, mais Christophe Waltz je préfère dans Django indéniablement. Voilà, ce film-là, moi, me parle pas, et je trouve vraiment, c'est là au contraire où je disais que Death Proof me posait parfois problème. Ça reste pour moi un excellent film, mais j'accroche pas, il y a des trucs qui me vont pas. Moi, je trouve vraiment, encore une fois, que Inglourious Bastard est un film très moyen dans l'ensemble, et pas par rapport à Tarantino. Il est très moyen pour Tarantino, mais c'est un film dans la globalité, je veux dire cinématographiquement parlant, que je trouve vraiment très moyen. Donc voilà, c'est pour mon rapport. Ça fait déjà un certain temps que je suis dessus. Je vais en venir maintenant à Once Upon a Time in Hollywood. Donc tout d'abord, mes attentes, pour être parfaitement honnête, et on avait parlé avec Nico d'Artopolis, que je salue, j'avais pas d'attente sur le film en fait, très peu, parce que même, pour vous dire ça totalement honnêtement, les premières bandes annonces et ce que j'en avais lu ne me tentaient pas des masses, je veux dire narrativement parlant. Subjectivement, l'histoire ne m'accrochait pas particulièrement. Donc j'avais pas d'attente, si ce n'est voir un film de Tarantino. Je savais que j'allais m'amuser dans une certaine mesure quand même, j'espérais, eu égard justement à Django et au 8 salopards, qui m'a fait reprendre un petit peu confiance, si je puis dire, en Tarantino. Donc je m'attendais à quelque chose de plutôt intéressant, mais en même temps, voilà, le concept de base me plaisait pas, et la principale crainte que j'avais, c'était que le film soit finalement peu narratif, et dans une certaine mesure
il l'est, c'est-à-dire que c'est un film qui pour moi est le moins narratif des films de Tarantino, où la partie où il y a une narration pure n'arrive que dans le troisième acte et qui finalement sont les 20 dernières minutes du film, objectivement. Le reste est beaucoup plus documentaire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie écriture des personnages, un vrai travail sur les personnages, un vrai travail sur l'histoire quand même à l'intérieur. Mais l'histoire est plus prétexte à faire découvrir, à rendre hommage, à faire voyager dans ce Hollywood des 60s. Enfin de la fin des 60s, donc c'est à l'aube des 70s, ça c'est important aussi. Moi ça m'intéressait pour ça aussi, mais j'avais peur en effet que voilà, ça supplante un petit peu. En effet ça le fait, mais c'est pas si simple que ça, et finalement ça fonctionne malgré tout. Et alors, après le visionnage, qu'en est-il ? Je me suis éclaté. Pour moi le film est un vrai petit bijou, je le mets hors classement si vous voulez par rapport au classement que j'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai envie de le revoir, et je pense que c'est un film qui gagne à être vu, mais ça je reviendrai un petit peu plus tard sur ces éléments-là de build-up et de payoff. Mais voilà, moi je me suis vraiment éclaté. Je trouve que le film, alors c'est déjà une formidable, si vous voulez, vision d'Hollywood. C'est une vraie déclaration d'amour Hollywood. Alors, Hollywood des 60s, début 70s. C'est vraiment visuellement magnifique, hein. Tout est fait en live, il n'y a pas de numérique, donc c'est vraiment très palpable et on y est en fait. C'est même pas qu'on a l'impression d'y être, on y est totalement à 100%. D'ailleurs Tarantino s'éclate beaucoup à nous montrer en fait ses vues en voiture de la ville. En fait, ça, je trouve ça assez génial. Il y a du clip show à proprement parler, c'est-à-dire que la BO est monstrueuse et on va se servir de cette BO plus des virées en voiture pour permettre de redécouvrir cet univers-là, de nous projeter pleinement dedans et d'être pleinement impliqué, ressentir en fait les lieux. La production design est vraiment magnifique. C'est pour ça que d'ailleurs que le film a moins de dialogue dans une certaine mesure et se permet des moments de silence ou encore une fois de purs moments musicaux où on va simplement se balader et découvrir la ville et la redécouvrir si vous voulez. Et ça c'est un pur bonheur en fait visuellement. Donc c'est vraiment une image, il y a vraiment une sorte d'idée d'âge d'or en fait qui se dégage de tout ça, d'âge d'or d'Hollywood que Tarantino indéniablement regrette. D'ailleurs au passage le personnage de Rick et le personnage de Clive, donc respectivement interprété par DiCaprio et Brad Pitt, c'est Tarantino pour moi évidemment dans les deux cas en fait. Il y a cette idée du personnage de DiCaprio qui se ressent has-been, tous ces atermoiements, tous ces questionnements sur sa manière d'être, sur sa manière de vivre dans un cadre hollywoodien qui est en train de changer, qui est en pleine mutation et qui se pose des questions quant à sa place dans ce milieu-là. C'est typiquement les questionnements que se pose Tarantino actuellement. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très autobiographique dans le film. C'est certainement le film le plus personnel de Tarantino. C'est vraiment un film où il part de lui. D'ailleurs, le personnage de Cliff aussi, pour moi, c'est Tarantino aussi. Dans la mesure où c'est des doublures, en fait, on joue ça. Même si le film joue sur cette petite structure de buddy movie, en jouant sur deux personnages qui sont opposés sur pas mal de points, mais qui s'entendent très bien et avec qui ça fonctionne, qui a une vraie amitié qui se développe très très forte. C'est aussi une doublure, donc c'est aussi le double à proprement parler. Et il y a cette partie moi que je retrouve d'actionneur, bourrin, un peu cheval fou, qu'on a aussi chez Tarantino. Donc si vous voulez, il y a presque deux facettes de Tarantino dans ces deux personnages qui sont finalement les deux personnages qui sont les deux pièces d'un même puzzle. Et je trouve ça super super intéressant, super fin et vachement touchant en fait, parce que je trouve que c'est un film qui est aussi très très touchant. Sur encore une fois cette vision d'Hollywood qui est dans une certaine mesure fantasmée, mais Tarantino en a parfaitement conscience en fait que c'est fantasmé, et il nous le dira un petit peu plus tard, mais je vais développer ça un petit peu plus tard. Donc cette vision est magnifique, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, alors d'autant plus quand on est cinéphile, c'est blindé de références absolument partout, mais contrairement à d'autres films de Tarantino, et je pense notamment à Death Proof, qui pour moi dans une certaine mesure, Boulevard de la Mort m'avait un petit peu embêté parce que parfois la référence avait tendance à phagocyter la narration. Là, pour moi, non, ça fonctionne. Même malgré tout, en fait, mais y compris si vous voulez, la narration est extrêmement simple en tant que telle. Hein. Mais je rappelle, et je ne fais que le répéter, mais une narration simple, c'est pas mauvais. Au contraire, je trouve ça un récit extrêmement simple, peut être extrêmement efficace. Encore une fois, ce qui est important, c'est que la mise en scène raconte. Et là, le film de Tarantino est parfaitement dans cette idée-là. C'est-à-dire que l'histoire est simple, un peu plus simple, donc tout simplement un acteur et sa doublure lui sert d'homme à tout faire parce que finalement, mais ils sont très très potes tous les deux, mais finalement voilà, il n'arrive pas à avoir des castings par des nombreux éléments, notamment une question juridique qui fait qu'il ne peut pas, il y a eu quelques démêlages avec la justice qui fait qu'il est moins accepté.
Et le personnage donc de DiCaprio qui lui est has-been, est en plein questionnement, en pleine remise en question, et qui va essayer dans une certaine mesure de rattraper un petit peu cet Hollywood qui lui échappe. Et on a voilà, ces 24 heures là, parce que grossièrement ça va se passer sur 24-48 heures les deux premiers actes, c'est sur un temps très très court, mais c'est très allongé pour montrer tous ces éléments là. Donc le film, si vous voulez, c'était la peur que j'avais à l'origine, hein. C'est un film qui est finalement très documentaire. Je vais mettre entre guillemets assez peu narratif, parce qu'il est narratif, mais il s'appesantit beaucoup sur le côté documentaire. Et les personnages en tant que tels sont l'émanation en fait de tous ces éléments informatifs, de découverte, de redécouverte de cet Hollywood là. Donc finalement, il y a quelque chose qui fonctionne parce que tu t'attaches aux personnages, et je trouve qu'ils sont extrêmement bien écrits, extrêmement attachants, touchants, etc. D'autant plus parce qu'il y a ce caractère autobiographique. Mais narrativement, si vous voulez, en termes d'action, en termes on va dire d'avancée d'une certaine histoire, avec un petit H, là on est pleinement dans la grande histoire avec un grand H, la petite histoire, elle va s'accélérer en fait dans le troisième acte. Parce que grossièrement, vous avez 2h15 qui sont les deux premiers actes, qui se déroulent encore une fois sur une 48 heures, et vous avez une longue ellipse ensuite de 6 mois pour arriver à quelque chose de beaucoup plus rythmé d'ailleurs, et plus narratif, et vraiment au premier degré, hein, parce que si vous voulez, vous avez vraiment un narrateur qui raconte la dernière partie, où on va avoir une première partie où on va résumer un certain nombre d'éléments qui vont être un fait divers, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et puis la dernière partie qui est le twist, le climax, et cette idée qu'on va retrouver, qui était déjà présente dans Inglourious Basterds, du cinéma comme art mensonge et art magique. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais juste faire une toute petite parenthèse donc, sur les références. Voilà, il y en a beaucoup. C'est un plaisir quand vous les connaissez, mais c'est pas un problème si vous les avez pas en fait. Donc, Tarantino a fait une liste, hein, il semble-t-il, un ami m'a dit ça récemment. Je salue Mathieu. Une liste des films qu'il fallait voir avant ou après en fait Once Upon a Time in Hollywood, justement pour pouvoir pleinement apprécier toutes les références. Après voilà, on est l'ordre de la micro-référence parfois, je pense à une référence qui était déjà dans Boulevard de la Mort d'ailleurs, puisque vous avez une séquence avec Kurt Russell. D'ailleurs tous les personnages, tout le casting absolument monstrueux intervient plutôt lors de scénettes en fait, c'est-à-dire qu'on a un fil rouge qui sont les trois personnages principaux, à savoir donc le personnage de Cliff, de Rick, les deux personnages qu'on va suivre. D'un côté, Rick qui essaie si vous voulez, il s'est engagé sur un tournage, il va essayer de récupérer un petit peu, de rattraper le temps, d'essayer de se remettre au goût du jour, si on peut dire ça. On va suivre Cliff en parallèle qui va se retrouver à se faire draguer par il va flasher aussi d'ailleurs sur elle, une membre de la famille Manson, puisque c'est ça qui va nous intéresser aussi dans le dernier acte. Et donc il va intégrer le ranch de Charles Manson à un certain moment du film, ce qui crée du build-up en fait pour le payoff de la fin, donc le climax. Et puis on va suivre le personnage de Sharon Tate, qui est interprété par Margot Robbie, et alors beaucoup plus en fond, mais qui encore une fois crée du build-up pour pouvoir réunir toutes les pièces du puzzle en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment un puzzle. Bon, si vous êtes au courant du fait divers du 9 août 69, fatalement ça va vous paraître assez évident. Mais tout ça, ces pièces-là vont se réunir pour arriver au climax à la fin et qui vont amener le twist. Donc finalement, tout est extrêmement bien construit, ça paraît très simple, mais en fait c'est une écriture au millimètre, au cordeau, et tout va bien s'imbriquer absolument parfaitement au final. Donc, pour revenir aux références, voilà, vous avez ces petites références ça et là. Je parlais du personnage de Kurt Russell qui va intervenir lors d'une séquence, et la séquence d'après, on va faire référence au Virginian, donc de Virginians, qui est la première série dans laquelle a tourné Kurt Russell. Donc finalement, c'était un truc qui était déjà là dans Boulevard de la Mort, mais c'est pour vous donner des exemples de toutes petites références. Alors il y a 15 000 références au cinéma, Tarantino parle aussi de son cinéma, encore une fois c'est autobiographique. Je pense au générique notamment avec le plan derrière l'hôtesse de l'air qui fait référence à Jackie Brown, entre autres par exemple. Et il y en a plein comme ça et là, qui vont jaillir à droite à gauche de références à son propre cinéma. Notamment vous avez des références à Pulp Fiction aussi, il y a des références à Kill Bill aussi, j'avais noté, bon, Inglourious Basterds aussi assez évident. À Death Proof aussi, donc vous avez plein de références ça et là, mais encore une fois vous n'êtes pas mis de côté, c'est pas un film qui vous isole si vous n'avez pas les références qui sont proposées. Pour revenir ensuite et passer à un autre élément qui me paraît intéressant, la question de la mise en abîme, je trouve que c'est extrêmement bien travaillé dans le film, puisque encore une fois qu'on parlait du cinéma comme art de l'illusion et du mensonge, vous avez des films à l'intérieur du film, puisque vous allez suivre le tournage et certaines séquences que va tourner le personnage de Rick dans le film pour lequel il est engagé. Et au moment où on suit ces scènes-là, en fait, ce sont plus les séquences tournées par les personnages du film, mais ça devient le film. C'est-à-dire que la diégèse qui est à l'intérieur va devenir la diégèse principale.
Et on va se retrouver purement dans un western. Donc vous avez des vraies scènes de western en fait où la diégèse qui est à l'intérieur du film, la diégèse du film à l'intérieur du film, va prendre toute la place et va complètement dévorer la diégèse principale et devenir la diégèse que vous allez suivre. Je sais pas si c'est très clair comme ça, mais quand vous verrez le film ça fonctionne, vous comprendrez. Ce qui fait que le western dans lequel joue le personnage de Rick, et bah vous allez fonctionner émotionnellement, vous allez rentrer émotionnellement dedans. Et les séquences de suspense, parce que c'est des séquences de dialogue totalement tarantinesques pour le coup, et ben elles fonctionnent à mort en fait, et vous êtes vraiment pris dans cette sous-histoire, quand bien même vous n'avez pas tous les éléments externes, puisque vous ne voyez qu'une séquence à un moment donné du film qui est tournée, mais ça fonctionne. Et Tarantino pousse le vice jusqu'à justement faire que par exemple à un moment le personnage de Rick oublie son texte, donc on va revenir en arrière, et la mise en scène de Tarantino, qui n'est pas la mise en scène du réalisateur qui est à l'intérieur du film, de revenir en arrière pour reprendre le texte. Donc vous avez ça avec une sorte de petit travelling circulaire qui est vraiment très très cool, qui va en avant puis en arrière pour revenir en avant. Et ça devient encore une fois la diégèse. La diégèse à l'intérieur de la diégèse devient la diégèse. Le film dans le film devient le film. Et c'est super bien foutu parce que ça marche émotionnellement et on est impliqué dedans parfaitement. Et il y a plein de moments en flashback en fait comme ça où on voit la carrière de Rick et on récupère ces petits éléments là. Donc c'est vraiment très très cool sur la mise en abîme. Et ça m'amène justement à la question de l'art du mensonge, puisque c'est fatalement ça en fait. C'est un film qui traite du mensonge, qui traite de l'illusion, qui traite de la magie du cinéma, puisque c'est la magie de faire revivre cet Hollywood des années 60, cet âge d'or d'Hollywood. C'est l'art de mentir et de jouer sur qu'est-ce qui est l'histoire véritable qui est racontée, l'histoire du film qui se passe à Hollywood, l'histoire de Cliff et de Rick, ou l'histoire du western qui est à l'intérieur, et on va jouer sur ces divers éléments. Et on va en venir, et passage ci, je vais peut-être rajouter un petit truc avant de spoiler, il y a aussi cette idée-là aussi, malgré tout, parce que Tarantino n'est pas dupe non plus, âge d'or d'Hollywood, certes, mais derrière cet Hollywood qu'il considère lui aussi, je pense, comme fantasmé aussi et fantasmagorique dans une certaine mesure, et ben il y a des choses derrière. Ça, c'est un vernis. Ce qui se passe au fond, et c'est ce qui se passe avec la famille Manson, là c'est beaucoup plus moche, et on va te faire découvrir, on va gratter un peu ce vernis là aussi. Et Tarantino, c'est pour ça, je pense qu'il est pas dupe non plus. Il y a une certaine objectivité quand même qui va se dégager de tout ça, malgré le fait qu'il est pleinement lui aussi immergé dans ce rêve hollywoodien aussi qui nous dépeint. Donc pour terminer, l'art du mensonge, et je vais spoiler maintenant, donc si vous n'avez pas vu le film, allez-y, c'est génial, c'est un petit bijou, c'est une vraie perle et vous allez vous éclater. 2h41, vous les voyez pas passer, ça passe tout seul, c'est un vrai plaisir. Je vais maintenant spoiler pour en venir au final, parce que le climax me paraît intéressant. Donc le climax, bon, l'idée de base c'est qu'on va suivre en fait en filigrane derrière l'histoire, qui sont des personnages donc inventés, le personnage de Cliff et de Rick qui sont complètement des personnages, mais l'histoire, on va dire fictionnelle, va prendre le dessus ou va être le point d'ancrage en fait du spectateur. Mais en fond, on va suivre ce fait divers. En tout cas, on va dire la mise en avant, la mise en marche d'un fait divers qui est le 9 août 69 avec la mort de Sharon Tate, assassinée par des membres de la famille Manson, donc Feu, la femme donc, de Roman Polanski, qui était enceinte au moment où elle s'est fait massacrer avec quelques amis en fait dans sa villa. Au passage, donc justement, ce qu'on va amener très très tôt en fait, c'est voir que Cliff et Rick sont les voisins de Sharon Tate. Donc on va déjà poser tous ces petits embranchements là en fait à plein d'endroits. Ils se croisent à plusieurs reprises sans jamais s'interpeller. Ils vont se voir à travers quelques fenêtres. Il y a ce petit passage qui est presque de l'ordre de fenêtre sur cour où le personnage de Cliff est en train de réparer une antenne au plafond. Et une antenne sur le toit de la maison de Rick, et qui va voir Sharon de l'autre côté, avec l'arrivée au passage de Charles Manson qui va venir voir se balader dans les environs. Donc vous avez tous ces petits éléments là qui se mettent en route progressivement. Vous avez plein d'éléments ensuite qui sont de l'ordre de la purement fictionnel, avec le chien de Cliff aussi. Tout ça c'est construit, on construit tous ces éléments là pour arriver à ce climax. Donc finalement tout mène à ça. Pour vous spectateurs en fait, tout paraîtra très évident. Il y a un twist parce que on va jouer sur votre attente, votre appréhension de la réalité. Vous savez ce qui s'est passé dans le fait divers. On vous guide jusqu'au dernier moment en vous amenant le fait que peut-être on va voir le fait divers tel quel, et un petit peu comme dans Inglourious Basterds. Sauf que dans Inglourious Basterds, pour moi, c'était complètement raté parce que la scène était peu iconique, expédiée à la ramasse, et ça fonctionnait pas du tout. Elle avait aucune puissance, et puis la mise en scène était extrêmement plate. Donc l'idée c'est de changer l'histoire. C'est la magie du cinéma qui peut changer l'histoire en bien pour le coup ici. Et c'était le cas aussi dans une certaine mesure dans Inglourious Basterds. C'était de
de poser vraiment un élément cathartique, donc c'est de buter le méchant de manière extrêmement sauvage et agressive. Sauf que dans Inglourious Bastard, encore une fois, c'était expédié. Là, ça prend beaucoup plus son temps. Et lors d'un élément, des purs éléments en fait aléatoires, les membres de la famille Manson se retrouvent en fait à entrer plutôt chez Cliff et Rick, enfin chez Rick pour le coup, mais Cliff est là ce soir-là parce que c'est leur dernière soirée, puisqu'on a cette ellipse de 6 mois, donc avant ce troisième acte, qui va nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, donc la carrière de Rick qui va aller en Italie et tourner des western spaghetti et qui va se faire un petit succès là-bas. Il revient à Los Angeles et ils vont passer leur dernière soirée avec Cliff, qui est une soirée où ils vont se pitancher la gueule. Et pour le coup, il y a voilà, ce moment-là va faire qu'ils vont interagir et interrompre en fait l'agression qui devait se faire chez Sharon Tate, même si Tarantino jusqu'au dernier moment vous laisse sous-entendre en fait que ça va arriver, en vous résumant par le biais d'un narrateur qui fait manière extrêmement, si vous voulez, journalistique, sur un truc extrêmement journalistique, va vous révéler les éléments un par un qui sont les éléments vrais, jusqu'à finalement mélanger ça avec la fiction et faire intervenir la famille Manson chez Cliff et Rick. Et Cliff va littéralement leur péter la gueule de manière bien gorasse, bien violente, bien brutale et bien cathartique. Et ça fonctionne très bien parce que là il le fait durer. C'est une pure scène de comédie gore et c'est ça qui fonctionne aussi très très bien parce que Tarantino gère très très bien quand il s'agit de faire ça. C'est très violent, c'est hyper gore, ça éclate, on a un arrachage de couilles parce que chez Tarantino, je vous conseille la vidéo de Butch qu'on parle très très bien, il y a toujours des couilles qui explosent, c'est des couilles qui sont bouffées par un chien. Donc vous avez une belle scène d'ultra violence à la fin qui est une sorte de feu d'artifice et qui est encore une fois très cathartique parce qu'il y a quand même une tension qui est posée en fait assez insidieusement, notamment lorsque Cliff va dans le deuxième acte dans le ranch de la famille Manson et qui va justement découvrir qu'il y a des choses bizarres qui se trament avant de péter la gueule d'ailleurs bien violemment à un autre type de la famille, enfin du groupe. Et c'est déjà très très jouissif et on va arriver à ce climax là qui est vraiment une explosion. Et l'idée voilà, c'est de vous dire le cinéma magique peut changer l'histoire. Je pense pas que Tarantino considère que ça peut changer l'histoire à sens strict du terme, ça ne fera pas revivre Sharon Tate, ça ne changera pas le fait divers en tant que tel, mais ça la fait revivre le temps du film. Et dans une certaine mesure, je pense que Tarantino, au-delà de parler du fait divers de ce massacre du 2 août 69, pour moi, c'est à ses yeux un bouleversement. Ce bouleversement qui est de l'ordre du fait divers a bouleversé en fait toute l'histoire d'Hollywood à proprement parler pour lui. Je pense que c'est pour lui un des points de départ ou un des points déclencheurs qui va, dans une certaine mesure, pourrir Hollywood, le rendre moins magique, moins merveilleux, le ramener à des questionnements bassement meurtriers, bassement horribles, bassement faits divers. Et je pense qu'à travers ça, l'idée c'est de vous dire aussi, on peut changer les choses. Et le cinéma est là pour ça, le cinéma est magique, le cinéma, de manière un peu pragmatique, le cinéma est politique. Par le fait qu'il est politique, il peut changer les choses. Et Tarantino ira jusqu'à dire que le cinéma est magique, qu'il a un pouvoir de changement, il peut changer l'histoire. Et c'est ça, moi je pense, le discours qu'il y a là, alors qu'un discours très nostalgique dans une certaine mesure. Je pense que Tarantino a cette nostalgie extrêmement forte de cette période-là, évidemment. Mais je pense que c'est pas une nostalgie, moi je sens pas une nostalgie mal placée, je pense plutôt une nostalgie assez naïve finalement, très touchante, mais qui en même temps est un vrai manifeste. Donc c'est ça qui me touche très très fortement dans ce film-là. Donc voilà, il y aurait un milliard d'autres choses à dire sur le film, tellement il est riche. Moi je me suis encore une fois régalé, c'est un vrai plaisir, un vrai petit bijou. Ça m'a fait encore une fois me dire que j'aime Tarantino malgré les 2-3 petits accidents, enfin les 2 petits accidents moi qui m'avaient paru un peu difficiles à avaler. Là pour moi c'est un vrai bijou et je sens une fin de carrière sublime, d'autant que j'attends moi son 10e film vu qu'actuellement bon, je pense qu'il s'amuse un petit peu avec nous, il nous parle de SF, il nous parle d'horreur. Horreur moi j'attends beaucoup s'il pouvait. Il nous parle d'un Kill Bill 3 aussi, ce serait dingue aussi, donc voilà, pour moi, je suis pleinement confiant en Tarantino, je l'en remercie parce que c'était un vrai petit bonheur ce film-là. N'écoutez pas toutes les conneries qu'on peut lire à droite sur le côté féminicide, misogyne ou tout ce que vous voulez sur le film raciste, tout ce qu'on veut. Non, c'est totalement faux, c'est une lecture très très étriquée du film. Donc il faut pas... Allez-y vraiment en vous disant que vous allez vous éclater et simplement découvrir une période de l'histoire en voyant un film extrêmement jouissif, extrêmement généreux et divertissant. Donc voilà, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un petit bijou, allez-y, foncez, un vrai régal, et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, salut!